Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en présence de Christian Junod, coach, conférencier et auteur sur la relation à l'argent. Bienvenue à toi Christian, merci d'être parmi nous. Comment tu vas? Merci Ludovic, merci de ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi. Super. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages et les valeurs que tu partages aussi. Donc, ouais, j'ai hâte d'avoir cet échange avec toi, surtout que l'argent, je pense que ça parle à beaucoup de personnes, surtout dans l'entrepreneuriat. En Christian, effet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es, de comment est-ce que tu en es arrivé à parler de relation à l'argent et surtout de comment est-ce que toi, tu l'amènes, parce que je trouve que tu as une façon assez Mhm. différente de ce qu'on peut entendre de façon standard quand on parle d'argent. Oui, certainement. Alors c'est vrai que si je prends c'est vrai, qui je suis, si je décris mon parcours, je suis économiste de formation, j'ai travaillé 23 ans dans une très grande banque, 17 ans comme conseiller en placement financier, donc j'ai eu affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne. J'ai perdu mon job suite à la crise des subprimes en 2009, dans un licenciement collectif. Et puis, depuis début 2010, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Alors, j'étais très spécialisé déjà en communication non violente. Je me suis formé au coaching, aux approches systémiques. Et puis, j'étais déjà à ce moment-là organisateur de Peter Koenig, qui lui avait développé une approche particulière et singulière sur la relation à l'argent après des années de recherche. Et c'est comme ça qu'à force de suivre tous les ateliers que j'ai organisés pour lui, je me suis imprégné de sa manière de faire sans même le vouloir, sans même avoir l'intention un seul jour de faire cela. Et c'est lui qui m'a poussé dans le dos en me disant, bon, maintenant tu vas pouvoir y aller, tu peux faire ça à ma place. Hmm. Donc c'était un peu comme une surprise parce que c'était pas prévu au programme. Et puis très vite, j'ai vu, un, que ça réconciliait mon passé de banquier à ce que je faisais là. Et puis deux, j'ai vu que j'étais particulièrement aligné quand je faisais ce thème-là, encore plus que sur les autres thèmes. Et je me suis rendu compte, voilà, que c'était mon thème. Alors, c'est vrai que pour répondre à ta question, enfin, deux choses. Ça, c'est le parcours. Je dirais dans qui je suis. Euh, Déjà, comme chaque être humain, je suis sans arrêt en chemin. Simplement, peut-être par rapport à d'autres, je suis en conscience d'être au chemin et j'essaie de faire en sorte que le chemin soit le mieux possible. Hmm. Autrement dit, de mettre le plus de conscience possible dans mes actes, essayer de traiter mes peurs au fur et à mesure qu'elles arrivent, essayer d'être à l'écoute de mon cœur et voilà, et essayer d'être, je peux dire ça comme ça, comme un instrument au service de la vie, quoi, parce que pour moi, je crois ce qui n'est pas facile, je dirais, à sortir des histoires qu'on se raconte dans l'ego pour rentrer à un autre niveau. Finalement, si on est là, c'est quelque chose de singulier, on a quelque chose de singulier à apporter. Donc, il y a eu l'intelligence plus grande que moi, que je n'inclus pas dans les religions, même si certains pourraient, c'est choqué que ça, mais j'allais dire, qui sait mieux que moi ce que je suis venu faire là et ce qui est juste. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, j'ai qu'à voir, je pense que certains seront d'accord avec moi, c'est que dès qu'on fait fausse route, dès qu'on se trompe, dès qu'on ne veut pas écouter ces petites voix, ben, on se plante, on se prend un mur, on a un truc. Voilà. Hmm. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là dans lequel j'essaie de mettre le plus de conscience possible, ce qui évidemment n'est pas facile tous les jours. Et puis, c'est vrai que mon approche de la relation à l'argent, enfin, celle que j'ai reçue de Peter Koenig, puis que je développe à ma manière, elle réconcilie beaucoup l'être humain et enfin, j'utilise plutôt la porte d'entrée de la relation à l'argent pour permettre un travail d'amour de soi des êtres humains. Et je vois que justement, ce travail d'amour de soi est important. Enfin, le mot travail, j'aime pas trop, mais bref, on s'est compris.
Ouais. Euh, En fait, en étant toujours plus en amour avec moi-même, ben, je change forcément ma relation de moi à moi. Je change ma relation de moi aux autres. Je change ma relation de moi à la vie, dans le sens où j'ai plus confiance dans la vie et j'ai moins besoin de contrôle, de vouloir faire plein de réserves au cas où je ne sais pas quoi, parce qu'il y a autre chose qui s'est développée. Et puis, évidemment, ma relation à l'argent a changé aussi, parce que j'ai aucune raison de me mettre des limites, de me faire petit si je m'aime toujours plus, quoi. Ça, c'est juste Ouais. bien trop souvent un sujet juste d'un manque d'amour, tout ça, ces comportements. Ouais. C'est un peu Ah, long. non, non, c'était très bien. C'était justement une question que je voulais te poser, c'est de l'argent à l'amour et donc de quelle est en fait l'importance et la place de l'amour dans notre relation à l'argent. Souvent, on voit pas le lien qu'il y a en fait enfin, c'est assez subtil, je trouve, le lien entre l'argent et l'amour qu'on porte à soi. Et Ouais. c'est un petit peu, je trouve, ce qui t'amène beaucoup. Alors, j'ai ton livre que je n'ai pas encore Mhm. terminé, je suis dessus. Et et ça, c'est l'ancienne version, là, parce que je peux voir. J'ai une nouvelle Ah version mince, depuis juin 2021. Je pense que tu as dû l'acheter avant, j'imagine. ouais. Hein, voilà. Bon, bah, j'ai l'ancienne version. Voilà. J'achèterai la nouvelle dans ce cas. Elle est plus complète, Mais c'est vrai. ok, Mhm. bon bah tant pis pour moi. Euh, mais du coup, effectivement, c'est la place de l'amour en fait. Et je pense que ça peut surprendre pas mal de personnes quand on dit bah, en fait la relation à l'argent c'est une relation à soi. Mhm. Je pense que ça peut surprendre plus d'une personne. Mhm. Euh, qu'est-ce que qu- comment on en arrive en fait à comprendre que la relation à l'argent est liée en fait à l'amour de soi? Bah, si tu veux, quelque part, ben, on peut voir que l'argent est quelque chose qui, en principe, circule, c'est-à-dire que ça vient à moi, ça repart à travers moi. Bon, parfois, ça reste un moment chez moi, mais avant que ça reparte, etc. Et or, l'argent n'est pas une énergie, l'argent fonctionne comme une énergie, ce qui est déjà différent. Parce D'accord. qu'autrement, j'entends trop souvent ça. L'argent est une énergie. Non, l'argent, c'est pas une énergie, ça fonctionne comme une énergie. Et si on veut, dans cette idée-là, il y a deux choses. Il y a la capacité à recevoir, et après, il y a Ouais. la capacité à donner. Je dis à donner ça peut être donner, mais je dis ça peut être investir, dépenser, etc. Mais en fait, vraiment qu'il y ait ce flux, si tu veux. Alors, déjà, effectivement, ben, je vois que la grande difficulté des êtres humains, c'est la difficulté à recevoir. C'est-à-dire qu'autrement dit, eux, ils veulent recevoir d'une certaine manière. Je veux juste avoir fait un travail, que ce soit le fruit de mon propre travail, ça ne doit pas venir d'ailleurs, etc. Ça, c'est déjà une manière limitée. C'est parce que, pour moi, la vie est prête à nous amener beaucoup plus de cadeaux que ça, et des cadeaux parfois inattendus. Et trop Ouais. souvent, on s'en coupe. Et tu vois, chaque fois qu'on dit, je veux que ça soit comme ça, c'est encore une manière de mettre du contrôle. Chaque fois qu'on met du contrôle, un ami qui s'appelle Rémi Tremblay disait, quand on met du contrôle, c'est de la peur, mais seulement 100% du temps. Il n'y a aucune exception. Alors, il y a deux, trois contrôles qui sont justifiés, hein, une tour de contrôle d'aviation, salle d'opération, évidemment, qu'on va mettre du contrôle, mais c'est bien parce qu'on a peur qu'il y ait un accident, tu vois. Mais très souvent, quand on met du contrôle dans sa vie, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées. Donc, dès le moment où je mets du contrôle, ça veut dire que je ne suis pas pleinement dans la confiance. La confiance, moi j'étais beaucoup là-dedans, c'est parce que je peux en parler avec une certaine aisance, c'est-à-dire que je n'avais pas confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux événements de la vie. Tu vois, je Ouais. me disais, je me sentais pas assez bien, pas assez si, j'avais un vrai amour, un manque d'amour de moi, aussi un manque d'estime de moi. Et ce qui fait que quand tu penses que tu n'es pas assez quelque chose, ça, c'est pas, quand on est dans l'amour de soi, il n'y a pas de pas assez de trop, il y a juste ce qui est et tout est bien, tu vois, c'est dans ce sens-là. Et tant que tu penses que tu n'es pas assez quelque chose, tu vas chercher à compenser ce pas assez par des choses à l'extérieur, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, l'amour de soi, c'est vraiment la capacité déjà à ouvrir. Et puis, après, plus je suis de l'amour de moi, plus j'ai envie de donner aussi. Parce que cet élan d'amour, il a envie de s'expanser à l'extérieur. Et ça peut être de donner sous forme de coup de main, ça peut être de donner avec de l'argent, ça peut être de faire. Ben moi, j'ai la chance de gagner seulement d'argent. Je peux participer à des crowdfunding, à des financements, enfin, toutes sortes de financements qui ont du sens si on veut. Mais Ouais. surtout, on va mettre plus de conscience sur la manière dont nous utilisons notre argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne me viendrait pas à l'idée si je sais qu'une entreprise utilise des enfants pour produire, et ça existe malheureusement encore, de dire je vais acheter leurs produits si je le sais. Parce que je ne suis pas en train de créer un monde d'amour, je suis en train de continuer de faire perdurer un monde de souffrance. Donc, toi, c'est dans ce sens-là que
de la manière également dont on va investir, on peut vraiment ou utiliser son argent, y mettre ses valeurs avec. Ouais. Hmm. Ouais. Ok. Je vois. C'est très complet comme réponse. Merci, merci Christian. Tu parlais justement de quand j'ai un manque d'amour de moi, je vais aller acheter des choses à l'extérieur pour remplir ce qui est vide en moi en fait. Euh, Quels Alors, sont les... excuse-moi, pas toujours, hein. Pas toujours, dans le sens que un manque d'amour de soi peut faire, pour certains, ils auront tellement de difficultés à tirer de l'argent qu'ils n'auront pas vraiment d'argent à dépenser ou juste pour le minimum vital. Ouais, C'est aussi ça, ouais, c'est plutôt la difficulté à recevoir plutôt qui se ouais. manifeste. Mais justement, je voulais demander quels sont du coup les signaux qu'on peut voir chez la majorité des personnes quand on voit qu'en fait il y a un problème avec la relation à l'argent ou un manque d'amour de soi qui Mm. justement affecte notre relation à l'argent. Est-ce qu'il y a des signaux comme ça que tu arrives à repérer ou ouais, des choses récurrentes? Ben, je dirais c'est vraiment à travers les comportements, parce que dès qu'il s'agit d'argent, on a des comportements qui sont ce qu'ils sont, hein. Moi, je suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais qui vont montrer des choses. C'est-à-dire que un comportement que je vois souvent, c'est la difficulté des êtres humains de se faire plaisir avec de l'argent, quoi. C'est comme si, et je l'ai fait aussi pendant longtemps, je m'achetais des habits pas chers, des trucs, je dis, ah non, 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 je peux pas payer des trucs si chers, alors que j'avais les moyens financiers, tu vois. C'est Ouais, vraiment ça qui est important. C'est pas de dire, bon, j'ai pas de moyens, mais même par rapport à mes moyens financiers, le plaisir qu'on peut s'offrir, ça peut être des petites choses ou des plus grosses choses. Juste se dire, ah non, non, c'est comme si on aurait envie, mais on le retient, tu vois. C'est comme ouais. si on pensait souvent c'est pas conscient, qu'on ne le méritait pas, quoi. Et le Hmm. nombre de personnes qui disent, oui, je suis capable de faire des plus gros cadeaux aux autres qu'à moi. Moi, là, j'entends, mais c'est bizarre, il n'y a pas de raison quand même. Les autres n'ont pas plus de valeur que moi, ni moins d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique, tu vois. Et ça peut être la même chose au restaurant aussi. Tu vas acheter quelque chose à pas trop cher, alors qu'au fond, tu auras envie d'autre chose, mais tu vas mettre le prix plutôt en premier plutôt qu'autre chose. Moi, je me suis vu à une époque, mais chercher des chambres pas chères, je me suis trouvé excellent dans des chambres de merde. Puis un jour, c'était tellement merdique parce que j'ai presque pas dormi la nuit, tellement il y a du bruit, ça doit être un hôtel de passe, je pense, et des gueulés dans les corridors. J'ai dit, mais c'est fini maintenant, c'est quoi? Tu ne te donnes aucune valeur, tu ne te respectes pas en faisant des choses comme ça. Tu vois? Et c'est pour ça que ça se manifeste beaucoup là-dedans. Donc, ça peut dire aussi. Donc, c'est vraiment essayer de voir finalement, oui, et un dernier cas, mais très important, parce qu'il touche malheureusement encore beaucoup de monde, c'est toutes les personnes qui restent dans des activités professionnelles dont elles souffrent, qu'elles n'aiment pas, et qu'elles ne font pas le pas pour essayer de changer. Alors, je dis pas qu'on change en un claquement de doigts, mais au Ouais, bien moins se sûr. mettre en chemin pour changer. Ben, si ça me convient pas, puis j'y passe je sais pas combien d'heures par semaine, puis je fais rien, c'est que je suis pas en train de montrer beaucoup d'amour de moi, quoi. Et souvent, ce sont beaucoup des choses en lien avec les peurs, avec l'argent aussi, qui fait que les gens vont rester dans quelque chose de connu, qu'on appelle à tort zone de confort, parce qu'elle n'est pas confortable, mais en tout cas, c'est du connu, c'est du connu, clairement. Hmm. Oui, c'est vrai qu'au final, quand une personne reste par exemple dans un job par sécurité, on va dire, financière, c'est plutôt bah, par responsabilité aussi de prendre réellement, enfin, de se donner les moyens de s'assurer ses finances aussi. Et donc aussi un manque de confiance et du coup, bah, peut-être aussi d'estime et derrière, bah, d'amour en fait aussi. Ah ben, si tu veux, alors il y a effectivement, déjà, deux choses. Déjà, c'est qu'il y a de la peur derrière si je reste. Ouais, Et puis, finalement, si je place la sécurité financière, autrement l'argent avant moi, c'est comme un drôle de message, quoi. L'argent est là pour être au service de mes projets de vie, il n'est pas là pour mener ma vie, tu vois. C'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout au même endroit, tu C'est vrai, c'est intéressant ça. C'est vrai. Et du coup, j'ai envie de te demander comment est-ce que ça se fait que la peur de manquer justement ou de l'échec paralyse tellement vois. d'entrepreneurs. Comme par exemple, il y a des entrepreneurs qui peuvent être confortables dans leurs revenus, mais pour autant, ils ont de grandes ambitions, mais ils osent pas s'expanser, ils osent pas recruter peut-être pour investir dans une ressource ou autre. Euh, ouais, comment ça se fait qu'on peut être paralysé comme ça par la peur d'investir ou est-ce que c'est forcément lié à l'amour ou il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? Alors, si on veut, je dirais que je parle d'amour de soi, c'est ce qui est au plus profond de tout ça. Toi, il y a différentes couches pour arriver à ça, si on veut. Mais c'est vrai que bon, déjà la peur de manquer, c'est largement la peur, la problématique numéro une dès qu'il s'agit d'argent. Et autant dans mon passé de banquier, j'ai pu voir que des millionnaires et multimillionnaires aient peur de manquer, mais autant je peux voir aujourd'hui que des entrepreneurs avec de gros succès peuvent avoir peur de manquer aussi. Ouais, Pour dire que
Parce que c'est important de le dire, parce que souvent les gens pensent que la solution à la peur de manquer, c'est plus d'argent. Non, non, c'est pas vrai du tout. Le plus Ouais, c'est d'argent, vrai. c'est pas une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. Donc on ne résolve pas un problème intérieur par une solution extérieure. Toi, c'est comme tu dis, ah, ben, je vais pas bien, je vais prendre la drogue, puis après ça va mieux. Ben non, tu résous Mm. rien du tout. Tu prends une cuite, tu es juste en train d'oublier par quelque chose d'extérieur. Ça résout pas le problème de base. Donc, donc, cette peur de manquer souvent vient d'une insécurité qui vient de l'enfance, très souvent. Pour X ou Y raison, on ne s'est pas senti sécure, on n'a peut-être pas été dans un cadre sécure. C'est pas que nos parents n'ont pas bien fait, ils ont forcément fait le mieux qu'ils pouvaient, comme tous parents, mais selon soit parce qu'il y a eu des événements, soit parce qu'eux-mêmes étaient très insécures, et des choses comme ça qui fait que finalement, on porte cette insécurité en soi tant qu'on s'en est pas occupé, on la porte en soi et elle reste présente. Et on va chercher à se rassurer par toutes sortes de choses, mais encore une fois extérieures, jusqu'à qu'on arrive petit à petit à aller toucher à un endroit plus profond, au fond de soi, où les choses sont tranquilles. Pour ceux qui font parfois la méditation, j'en fais régulièrement. Hein, et des fois, ben, je reste dans les pensées, puis des fois, hop, il y a un endroit où ça se calme, et à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Tout est tranquille, tout va bien. Je ne suis pas en Mm. train de remuer. Dès que je remue, c'est qu'on les pensées qui ont repris le dessus, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est juste de voir qu'il y a un autre endroit où c'est calme. Il n'y a pas de peur de manquer à cet endroit-là. Mm. Donc, tout ça pour dire que la peur de manquer, après, elle est générée, elle se répète par nos pensées. C'est chaque fois que je dis, oh, il pourrait se passer ci, oh, il y a une facture, aïe, 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 si j'engage quelqu'un, si j'investis puis que ça marche pas, tu vois, ces pensées, ces histoires qu'on se raconte, ça crée la peur en l'occurrence. Mm. Et, et c'est important de savoir que, tu vois, on ne verrait pas un arbre se dire, ah non, 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 je veux pas commencer à pousser parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres arbres plus grands que moi, puis j'aurai plus d'espace, plus de soleil. Eh ben non, ben, si je suis un être, je vais pousser comme un être, je ne me pose pas de questions. Et puis, Ouais. je vais pousser au niveau que j'arriverai à pousser, quoi, selon les circonstances. Mais c'est comme si nous, encore une fois, on voulait déjà avoir la certitude que ça va marcher avant d'y aller, quoi. Mais ça n'existe pas, ce truc-là. C'est encore un grand leurre et c'est encore une manière de vouloir contrôler la vie et la vie ne se contrôle pas. On parlait en off tout à l'heure de décès de proches et tout. On voit bien que la vie ne se contrôle pas. À un moment donné, ben, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est de vivre sa vie plutôt que vouloir contrôler sa vie. Parce qu'encore une fois, contrôler sa vie, c'est être dans la survie. Systématiquement, Mm. c'est dans la survie. Chaque fois que j'ai peur du regard des autres, chaque fois que j'ai peur de ce qui va se passer, ça s'appelle de la survie. Alors c'est dommage parce que je ne crois pas qu'on soit venu au monde pour cela. Et encore une fois, quand je dis ça, j'y suis aussi souvent, de moins en moins souvent, mais encore souvent. C'est pas, je suis pas là en donneur de leçons du tout. Ouais, bien sûr, ça se ressent. Et du coup, quand tu parles de ces peut-être d'héritage, d'histoire familiale, peut-être qui fait que, bah, ce qui fait qu'on se raconte peut-être des histoires ou qu'on s'autorise Mhm. pas peut-être Ouais. à justement gagner de l'argent. Je repense à une scène où on avait un atelier la semaine dernière ensemble où tu as pu nous faire des démonstrations en live avec une participante euh, qui justement avait une histoire avec son papa vis-à-vis des entrepreneurs et de l'argent. Mhm. Euh, Tu penses que c'est quelque chose qui est récurrent chez les entrepreneurs d'aller justement chercher dans les histoires qu'on se raconte, que nos parents nous ont racontées? Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent racine comme frein Alors, ou... oui, je pense que c'est assez récurrent qu'on soit impacté par cela. Simplement, la grande majorité des personnes n'en ont pas conscience. Mais si tu veux, parce que je parlais l'autre la semaine passée, si je ne me trompe pas, c'est de dire aussi la plus grande croyance, c'est il faut travailler dur, beaucoup, souffrir pour gagner de l'argent. Ouais, Enfin, je c'était ne sais pas ça. forcément les trois en même temps, ça peut être un ou l'autre, tu vois. Ça, c'est la plus grande croyance dès qu'il s'agit d'argent. Or, même comme entrepreneur, ça peut aussi nous impacter parce que si on porte ça, parce que c'est soit ce qui a été dit, soit ce qui a été montré, on croit que c'est le modèle et on va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément obligatoire. Donc, il y a ça c'est des choses un peu plus générales, mais après, effectivement, on a tous des histoires familiales et dans la généalogie qui sont singulières. Et typique, tu parles des entrepreneurs, typique, si l'exemple des entrepreneurs que j'ai eu, c'est un oncle, un grand-père qui a bien réussi, mais il en a payé le prix, soit parce qu'il a eu l'accident, qu'il est mort trop jeune, malade, on lui a piqué son argent, et c'est fait que j'ai eu des histoires, des gens qui se sont fait braquer, enfin, quel que soit le truc, si l'exemple finalement c'est plutôt mal terminé,
voire qui a fait faillite à un moment donné, eh ben, ça veut dire que dans l'inconscient, il est tout à fait possible, je porte un truc qui est, c'est dangereux d'avoir du succès. C'est dangereux d'avoir du succès parce qu'il peut nous arriver quelque chose et ça veut dire qu'on va se limiter. On va avoir un petit succès, un truc pas trop gros. Ouais. Et tu te rends pas compte le nombre de personnes qui me disent, au fond, si j'ai trop de succès, j'ai peur après de tout perdre. Alors, c'est sûr qu'il y a une règle absolument à 100% des gens, c'est qu'on peut avoir peur de perdre que ce qu'on a ou que ce qu'on a fait. Donc, c'est sûr que si j'ai un certain succès, puis prenons le succès comme une échelle, que si je monte de 8 barreaux ou que si je monte de 1 barreau, bah, si je monte de 8 puis que je retombe à zéro, ça, je tombe un peu plus haut. Ça, c'est vrai. Mais que si je tombe de 1, ben, je ne prends pas beaucoup de risques, mais je ne vais pas me faire bien mal, mais j'aurais jamais vu le monde de bien haut, et j'aurais peut-être jamais réalisé peut-être le quart de ce que je suis capable de réaliser. Mais est-ce que ça vaut pas la peine de tenter le coup quand même? Encore une Hmm. fois, donc c'est tout ça pour dire que oui, il y a plein d'histoires différentes qui peuvent se passer. Et pour les femmes aussi, beaucoup les histoires de femmes qui se sont sacrifiées pour les autres, la mère, la grand-mère maternelle par exemple, qui font qu'elles ne s'autorisent pas à donner plein pot sur leur business. Elles vont le faire un peu en mode ralenti quand j'ai du temps et je mets la priorité sur d'autres choses ou sur la famille, des choses comme ça. Bon, ça, c'est aussi très récurrent, par exemple. Hmm. Ouais, c'est vrai. C'est des mécanismes qu'on a plus ou moins ancrés en nous parce qu'on le Ouais. voit autour de nous, dans le passé. Effectivement. Est-ce que tu aurais une base de travail ou un premier point d'entrée pour justement travailler sa relation à l'argent? Mhm. Ben, je pense que ce serait de prendre un carnet et puis de noter tout ce qui se passe dès qu'il s'agit d'argent dans mes journées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a affaire à l'argent pratiquement quotidiennement, tu vois, et se dire, tiens, comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je me comporte avec l'argent? Quels sont les choix que je fais? Mais aussi, quelles sont les pensées que j'ai, tout à coup, qui me traversent la tête, par exemple. Et Hmm. parce que tu vois, autant quand on va faire des achats alimentaires, des achats non alimentaires, ou quand on fait des achats sur Internet, quand on décide d'un voyage, de vacances, quand on parle d'argent au bureau, avec des clients, en famille, enfin, quand on va s'acheter à manger éventuellement à l'heure du midi, voilà, qu'est-ce que je regarde? Donc vraiment quand il s'agit de faire des investissements, est-ce que j'ai envie d'investir, pas, est-ce que je retiens? Et, euh, et c'est vrai que, et puis ça peut être de noter aussi, si j'avais aucune peur avec l'argent, qu'est-ce que je ferais différemment? Ça serait aussi une Hmm. manière déjà de commencer à mettre de la conscience. Qu'est-ce que je me retiens de faire, tu vois? Donc Hmm. plus on va voir régulièrement on va commencer à être attentif à ce genre de réaction, plus on va voir à quel endroit je suis pris dans un piège. Parce que le problème, c'est que la plupart des personnes n'ont pas conscience de leur relation à l'argent et puis qu'elles drivent leur vie, elles mènent leur vie beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent. Donc c'est vraiment, ça commence toujours par de l'observation pour moi. Puis une fois que j'aurai observé un peu et tout, je vais commencer à pouvoir mettre des mots là-dessus. Moi-même, j'ai eu peur de manquer pendant des dizaines d'années, je n'avais juste pas conscience. Et c'est vraiment grâce à un deux événements que d'un coup, ça m'a fait j'ai vraiment pris conscience de ça, mais j'ai pris conscience que ça durait depuis que j'étais tout jeune, quoi. Hmm. Mais si tu veux, si effectivement on m'avait invité à m'observer un peu plus, que je fais mes paiements, mes trucs, j'aurais vite repéré que je fais comme je te disais tout à l'heure, j'allais m'acheter des choses en famille, comment je me comportais en famille, je l'aurais bien vite repéré, mais non, j'avais juste pas conscience de ça. Hmm. Donc le premier point, c'est s'observer, prendre conscience en fait de tous nos schémas limitants vis-à-vis de l'argent en fait. Ce serait ça Oui, là, vraiment la conscience sur ça. oui. Vraiment mettre de la conscience et répondre à la question, si j'ai pas de peur avec l'argent, Ouais, qu'est-ce que je ferais différemment? ouais. C'est un bon point et je pense que de façon générale, c'est un point à travailler, ne serait-ce pas forcément que lié à l'argent, Bien sûr. mais sur tous nos comportements en fait. Surtout quand on entreprend, on a tellement ça mouline tellement en nous que c'est super important d'avoir un petit carnet pour noter tout ça et voir en fait où est-ce que ça me touche, qu'est-ce que ça vient toucher et est-ce qu'il faut le faire péter ou pas quoi. Mais tout à fait, je te rejoins, Ludovic. C'est-à-dire que tout au début, quand je te disais, j'essaie d'être sur un chemin de conscience, c'est que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mettre plus de conscience, c'est quand j'arrive à observer, que je dis, ah ouais, là, effectivement, je fonctionne en mode automatique, et que là, si je m'arrêtais un peu plus souvent pour me dire, qu'est-ce que tu sens qui est juste au fond de toi, ça m'éviterait ce genre de choses aussi, tu vois. Hmm. Hmm. Ouais, c'est super important. Euh, Justement, comment on fait pour se libérer justement de ces histoires familiales qu'on a pu évoquer auparavant? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Est-ce qu'il faut le faire avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on procède quand on a mis le doigt justement sur une histoire qui nous freine?
Alors, c'est quand ce que j'appelle qu'on on est pris dans une forme de loyauté, parce que c'est ça la question, c'est que on est loyal à des fonctionnements, on est loyal à des schémas familiaux, on est loyal à des croyances, une croyance typique, les riches sont des malhonnêtes, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Quand on est loyal à ce genre de choses, ça va forcément nous limiter. Alors, ben, c'est vraiment à voir. Pour certains, certaines fois, une prise de conscience peut suffire à faire un déclic. Ça peut arriver parfois. Après, j'ai envie de dire, si vous avez des idées, soyez créatifs. Certains pourraient tout à fait prendre, écrire sur un bout de papier à quoi je ne désire plus être loyal, le brûler. C'est un acte symbolique. Pour certains, Mhm. ça peut fonctionner. Bon, c'est pas ce que je propose, mais c'est pas que je pense que ça ne peut pas être utile. Ben, justement, dans mon livre Nouvelle Version et puis dans le défi des 100 jours, que j'ai coécrit avec Lilou Massé, on explique tout ça. Il y a beaucoup d'exercices pour les faire soi-même, justement. Le défi des 100 jours sortira qu'en mois d'avril. Il est en rupture, là, on fait une nouvelle version. Et puis, donc là, il y a vraiment des choses. Euh, la réponse, est-ce qu'on peut le faire seul ou pas? Je dis potentiellement oui, clairement, on peut le faire seul. Après, est-ce que tout le monde arrive à le faire seul? Ben, il semble que non, puisque des personnes viennent quand même me voir dans mes ateliers en disant, OK, j'ai déjà fait un bout de chemin, mais je crois que d'être accompagné serait plus facile. Ouais. Donc, mais potentiellement, je dirais oui, on peut tout faire seul. Mais encore une fois, le point premier sera toujours la prise de conscience. C'était Thomas Dansembourg, celui qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai, Mhm. qui expliquait, il dit tant que vous voyez pas que vous êtes pris dans un piège, vous n'allez pas vous occuper à sortir du piège. Tu vois, donc quelque part, on traîne peut-être bien des boulets, alors invisibles, mais enfin, je peux enlever le peut-être bien. À coup sûr, on traîne des boulets plus ou moins lourds, mais qu'on essaie d'alléger et qui fait qu'on avance peut-être pas aussi vite qu'on pourrait, qu'on aimerait, voilà, etc. Donc, allez voir quels sont, voilà, encore une fois, quels sont ces boulets, puis comment je peux m'en libérer. Et Mhm. effectivement, ça, c'est pour l'histoire familiale, c'est vraiment d'aller s'autoriser d'être déloyal. Et être déloyal, c'est pas du désamour, un manque de respect, c'est ouvrir une nouvelle voie possible. Je prends l'exemple de mon épouse, ils sont 32 cousins et cousines, c'est la première à devenir indépendante. T'imagines, sur 32, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont Ah tous ouais. été salariés, donc c'est vraiment ces 10 oncles et tantes, tous, enfin les oncles, tous salariés, donc il y a vraiment une sorte de culture de la sécurité à tout prix. Ouais. Et je peux te dire que elle, pour changer, c'est comme si elle entrait dans une forêt vierge avec juste une machette, quoi. C'est comme si elle devait faire le premier chemin, alors que moi, j'étais d'une culture plus entrepreneuriale, pas énorme, mais un peu plus, qui fait que le chemin était déjà tracé. Donc, on voit que, si tu veux, on n'a pas tous les mêmes conditions. Et elle a vraiment dû travailler cette déloyauté à mettre la sécurité en priorité pour pouvoir s'autoriser à faire autrement, tu vois. Et donc, Mhm. c'est important de dire qu'on est déloyal, on n'est pas déloyal contre les autres, on est déloyal à un mode de fonctionnement, à des croyances, à des comportements. Ouais, ça c'est super important ce que tu dis. On n'est pas obligé de d'être loyal en fait à tout ce que nos parents font ou nos grands-parents font. Et souvent on se dit bah je veux être déloyal. Ben, ça veut dire que je suis déloyal vis-à-vis de la personne, mais en fait c'est juste par rapport au trait de caractère ou Ouais, à la croyance ou au fonctionnement. Et ça fait ouais. une grosse différence. Bien sûr, tu vois, parce qu'autrement, ça veut dire qu'on devrait toujours les mêmes idées politiques que toujours nos parents de génération en Ouais. génération, qu'on devrait faire le même style de métier, comme ça se fait parfois dans certaines familles, médecin, à l'époque c'était mineur, voilà, Mhm. avocat ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'autrement, on serait juste, on aurait une vie qui serait juste menée parce que les autres ont décidé et choisi, puis qu'on devrait faire la même chose. Et ça arrive bien évidemment, mais c'est bien de pouvoir en changer. Mais Ouais. ça veut dire aussi que je vois que une des grandes clés de libération, et enfin, c'est peut-être même la plus grande clé de libération, c'est être libre du regard des autres, y compris et surtout des proches. C'est tant que je veux plaire à mes parents, que je veux plaire à d'autres personnes, je suis déjà prisonnier de mon désir de plaire. Pourquoi j'ai à leur plaire? Moi, tu ne te rends pas compte le nombre de personnes que j'ai dans mes ateliers qui disent, ouais, mais mes parents, ils m'encouragent pas pour ce que je fais, etc. Ou voire même sont fâchés que j'ai lâché mon métier d'ingénieur, d'enseignant, je sais pas quoi, ou d'enseignant, je sais pas quoi. Puis je dis, attends, mais t'es un adulte, t'es plus là pour plaire à tes parents. Je veux dire, on n'est plus à cet endroit-là, quoi. C'est quoi l'enjeu que tu veux plaire à tes parents? Si tu apprends à aimer qui tu es, t'as pas besoin d'être aimé par les autres, ça viendra naturellement, tu vois. Mais aussi Mhm. longtemps que je veux encore que les autres pensent des choses bien de moi, c'est parce que moi, je n'arrive pas à me dire des choses bien de moi. C'est parce que moi, je n'arrive pas à être aussi à l'aise avec qui je suis. Autrement, je ne suis pas en train d'attendre ça à l'extérieur, puisque c'est présent à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est impressionnant. Et
Ouais, d'être libre du regard des autres, pour moi, c'est un vrai, vrai chemin pour tout le monde et qui là amène à une vraie liberté parce que souvent on croit que la liberté, elle est avec l'argent, mais non, non, pas du tout. La liberté, elle est vraiment être osé, être qui je suis et pour faire penser, être vraiment qui je suis au plus profond de moi, quel que soit ce que les autres en pensent. Ça, c'est la vraie liberté. Ça me fait plaisir d'entendre dire ça, pardon. C'est ce que je prône aussi comme message. Hum, Plus d'argent te rendra pas plus libre. Réellement, c'est hum. incarner ton identité, accepter tel que t'es, t'aimer, et avec ça, tu auras plein de barrières qui se libèrent et ton activité, parce que moi, c'est majoritairement sur les entrepreneurs, mais naturellement, l'activité, elle aura une expansion aussi, puisque on est notre propre limite sur notre business aussi. Donc, ouais. Ouais, ben c'est bien, je suis super content que tu produises ce message, parce que si tu veux, quand on parle de lien avec l'argent, on parle beaucoup, j'entends beaucoup de gens parler de la liberté financière, quelqu'un qui me disait, ouais, je vais arriver à 15 000 par mois de revenus passifs et tout, comme ça. Mais au fond, si tu veux, souvent, il y a un piège là derrière, il y a deux pièges là derrière. Le premier, c'est de dire, tu feras ce que tu veux de la vie, que tu auras liberté financière. Je dis, mais stop, commence à faire ce que tu veux maintenant. Si tu attends à avoir suffisamment de revenus passifs pour te lancer dans une activité de cœur, tu risques d'attendre toute ta vie, la plupart ça ne marchera pas. Ah ben non, ben tu vas faire en sorte que ta relation d'argent elle soit suffisamment bien et que l'argent soit au service de tes projets de vie, puis tu débutes tout de suite, le plus vite possible, quoi. Parce on n'est pas, encore une fois, là, on n'est pas venu sur Terre pour attendre le bon moment pour. Créons le bon moment nous-mêmes, quoi. Et moi, pendant longtemps, si je ne l'ai pas fait, si je n'ai pas parti plus vite de la banque, c'est juste parce que je manquais de courage en moi, je manquais d'estime de moi. Donc, c'était très clair. C'était pas la faute des conditions extérieures. C'était pas parce que j'avais trois enfants, entre guillemets, à charge. Ça n'avait rien à voir avec ça. Donc, c'était vraiment de moi à moi que ça se passait. Donc, c'est le premier piège, si tu veux, c'est de dire, OK, on cherche encore une solution extérieure pour créer quelque chose, alors qu'il y a peut-être moyen d'être plus créatif. Moi, je connais des personnes qui ont réalisé des projets extraordinaires. Ils n'ont pas attendu d'avoir l'argent. Ils ont trouvé l'argent par d'autres personnes qui ont été ravies de leur prêter de l'argent, voire de leur donner de l'argent, parce qu'ils avaient un super projet. Donc, et des gens qui disent, ah, mais je veux que l'argent vienne par moi. C'est encore une histoire d'ego. Si Mm. j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est quoi qui compte le plus? C'est que le projet existe ou c'est que l'argent vienne de moi? Si je dis que c'est l'argent vienne de moi, le projet n'est pas important. Tu crois que si je crée une ONG pour que des enfants puissent aller à l'école en Afrique et à manger, ce qui compte, c'est que les enfants aient à manger et vont à l'école, c'est que l'argent vienne de moi. Il n'y a juste pas, il y a pas photo, je veux dire, du tout. Bah oui. Donc, à un moment donné, c'est juste de voir les histoires qu'on se raconte. Je dis non, encore une fois, euh, faisons en sorte que ça puisse se passer le plus vite possible et ayons confiance que ça va se passer, qu'on va être créatif dans les solutions qu'on va trouver. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que souvent dans la liberté financière, l'idée, c'est quoi? C'est encore des peurs et dans lesquelles je cherche de trouver une solution à l'extérieur. Moi, ce que j'ai vu, si on veut, c'est que même si j'arrivais à avoir des revenus passifs, je continuerais d'avoir peur que mon locataire ne paye pas et puis, d'un coup, s'il paye plus, il y a tout mon plan qui s'effondre. Et puis, d'un coup, donc je resterai dans la peur qu'il y ait un grain de sable qui se mette en place. C'est Mm. pour ça que je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir des revenus passifs. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais simplement pour dire que quand on en fait un modèle pour penser pouvoir vivre d'une certaine manière, non, vivre d'une certaine manière, ça vient de nous avant de venir des conditions extérieures. Mm. C'est super important de mettre le point là-dessus. Donc, merci pour ce message. Christian, j'ai envie de te parler un petit peu de ton parcours entrepreneurial. Tu as 12 ans d'expérience, 13 ans d'expérience. Oui. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur à surmonter dans ton parcours entrepreneurial et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon. Mhm. Alors, je dirais globalement, rien n'a été vraiment dur dans le sens, j'ai pas vécu de période de doute. Je dis de doute durable, j'ai jamais eu une seconde dit tu devrais revenir dans le salariat, etc. Ça, pas une seconde. Ça n'a jamais existé en 12 ans. Je n'ai pas eu de période de galère financière. C'est pas que j'ai gagné beaucoup d'argent au début, mais voilà, je suis parti comme un plan de sortie. Mon épouse travaillait, donc j'ai pu prendre 2, 3 ans pour que ça se construise. Donc j'ai eu des conditions qui étaient quand même, au bout de 3 ans, ça avait quand même pris une jolie forme, je dirais, Mm. au bout de 3 ans. Parce que je suis vraiment parti d'une feuille blanche, hein. J'avais zéro réseau, j'avais rien, donc je partais vraiment d'une feuille blanche au départ. Donc c'est pas que tout était déjà prêt dans ma tête et tout ça, vu que ça s'est fait comme assez rapidement. Ouais. Euh, mais simplement, je dirais qu'il y a vraiment une chose, c'est que j'ai toujours été sûr que ça allait fonctionner, même si je ne savais pas toujours comment. Donc ça, il n'y a jamais eu de doute dans ce sens-là. Bon, je dirais peut-être alors,
Ce qui m'a freiné, parce que je vois bien que en 12 ans, j'aurais pu aller plus vite, je pourrais être plus loin que là où je suis. Et je suis pas dans les regrets, hein, parce que c'est pas, ça, de toute façon, ça n'amène rien à avoir des regrets de toute manière. Mais c'est de dire que je pense qu'il m'a fallu quand même encore pas mal d'années pour croire encore au potentiel plus grand que j'avais, si tu veux. Mm. Euh, il m'a fallu pas mal d'années pour, dans le sens que j'ai quand même eu souvent, j'ai eu comme des plafonds de verre. Je me suis quand même mis souvent des plafonds de verre, vraiment de plafonner ma réussite pour X ou Y raison. Mais je pense il y avait, et il y a peut-être encore d'ailleurs une partie de moi qui a tellement, depuis son enfance, c'est aussi ce que j'ai entendu évidemment, mais c'était aussi de moi à moi à un moment donné, minimiser ce que je faisais, minimiser mes réussites. Je n'ai jamais osé rêver de quoi que ce soit. Gamin, j'avais pas de rêve. Je n'osais pas rêver d'habiter j'ai jamais rêvé d'habiter dans une maison un jour, pourtant on y est maintenant depuis 30 ans, mais ça n'a jamais été un rêve. J'avais pensé que c'était imaginable. Tu vois, il y avait ce côté voir petit Ouais. qui était quand même bien présent chez moi. Et si tu veux, qui a quand même freiné justement cette évolution. Il y a des gens qui ont des expansions très rapides, c'était pas du tout mon cas, parce que c'était plutôt à cet endroit-là que j'étais pris. Et puis moi-même, je te parlais du piège du regard des autres, j'étais comme très fort là-dedans toute ma vie. Tu sais, quand tu n'arrives pas à te donner de la reconnaissance toi-même, tu vas forcément chercher la Ouais. reconnaissance à l'extérieur, hein. Et Mm. donc tout ça a été un chemin qui fait que, si tu veux, j'ai posé un business qui est bien stable, qui est bien solide aujourd'hui, parce que des fois, il peut y avoir des expansions très rapides, mais qui sont pas toujours très bien structurées. Mais vraiment que j'aurais pu aller plus vite. J'aurais pu me donner les moyens financiers parce que je me rends compte comme qu'au début, il y a eu comme de temps en temps des peurs qui m'ont freiné. Mon premier site internet, j'ai pris un amateur éclairé. Il a pas duré 6 mois que j'ai pu recommencer, tu vois. Donc vraiment, Mm. si tu veux, je pense que c'est important qu'à un moment donné, on a parlé tout à l'heure, on a fait allusion aux investissements. Mais les Ouais. investissements, c'est se faire accompagner, par exemple. Ça peut être investir pour un site internet et d'autres choses également. Que ce sont le fait qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, en fonction de sa situation financière, évidemment, ce sont des signaux qu'on envoie à l'univers. Donc, à un moment donné, quand j'ai fait mon site internet et qu'un amateur éclairé m'a coûté quelques centaines d'euros, autrement dit rien du tout, mais au bout de quelques mois, c'est une telle usine à gaz qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut pas le faire évoluer. Et là, je me suis dit, Christian, au fond de toi, tu dis tu as de grandes choses à réaliser et tu joues petit. Il y a une complète dissonance, il y a une complète incohérence entre l'histoire que tu te racontes et ce qui est dans les faits. Donc, soit tu y crois et tu te donnes les moyens, et dans ce Mm. cas-là, tu t'entoures de vrais professionnels, soit tu y crois pas, mais soit clair, tu crois pas, puis tu continues de jouer petit. C'est OK, mais fais un choix, tu vois. Et ça a vraiment été une grosse prise de conscience qui fait que petit à petit, j'ai dit, ah ben non, là, j'ai fait un vrai site internet, je me suis entouré de quelqu'un, j'ai payé l'investissement pour ça. Parce que c'est important, hein, le mot investissement, parce que justement, à une époque, je voyais ça comme des dépenses. Des dépenses, souvent, quand on est dans l'esprit, dépenses, on voit de l'argent qui fout le camp. On voit juste Ouais. l'argent qui fout le camp. On voit pas ce qu'il y a en retour. Alors que de l'investissement, quand on investit financièrement parlant dans une formation, c'est bien dans l'idée d'avoir quelque chose qui vient en retour. Autrement, on n'investit pas. Si on pense qu'il y a zéro en retour, on est fou d'investir. Bien Donc, si sûr. tu veux, c'est vraiment deux états d'esprit différents. Et là, tu vois, à un moment donné, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment vu avec le temps à quel point ce qui semble être un montant important changeait avec le temps, quoi. Euh, En 2018, j'ai décidé d'intégrer le cercle d'excellence de Martin Latulippe, mais au mois de juin, juillet, je crois. Mais je te jure que le 1er janvier, je ne suis plus sûr des montants, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 000 euros pour une année, mais le 1er janvier, on m'aurait dit, tu vas investir. J'aurais dit, jamais de la vie. Tu vois, de mon esprit, c'était un montant comme ça. Pourtant, c'est pas que j'avais pas les moyens, mais ça me paraissait tellement énorme dans mon esprit qui fait que j'aurais dit jamais de la vie. Et là, à un moment donné, c'était de l'ordre de l'évidence. Et j'ai vraiment vu plein de fois des choses que j'ai fait qui étaient de l'ordre de l'évidence où la question d'argent ne se pose même plus. J'ai même décidé de travailler avec des personnes sans même qu'on décide quelle était, sans même que je sache quoi était l'investissement, tellement c'était évident que je voulais collaborer avec cette personne-là. À un moment donné, je dis, je le ferai avec elle, puis je vais, après, bien sûr, on va quand même voir après ce que ça coûte. Moi, je dis pas que c'est une bonne idée que ce soit comme ça, mais pour te dire Bien sûr. que maintenant, je pratique beaucoup quand c'est de l'ordre de l'évidence, les choses se mettront en place de toute manière. Mm. Donc, c'est vraiment
des signes autres que je donne aujourd'hui. Ok. Ce que je retiens là, c'est vraiment se donner les moyens en fait de jouer à la hauteur de ses ambitions et arrêter de jouer petit. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes ça, parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui jouent vraiment petit, qui se limitent justement par peur d'investir, par peur de se donner les moyens, de faire quelquefois des sacrifices, parce que ça on le Mhm. dit pas non plus, mais quand dans Mhm. l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser de côté à pendant un moment. Voilà, faut aussi Oui, travailler. il y a de l'inconfort potentiellement à vivre, on est bien d'accord, hein, tout à fait. C'est Puis je dis, ça. t'imagines pas le nombre d'ateliers que j'ai annulés dans mes premières années, quoi. Ouais, Puis aujourd'hui, c'est pas, tous mes ateliers se remplissent pas au quart de tour du tout non plus. Là, que ça remplisse très très bien, d'autres moins. Ah ouais, c'est la vie, quoi. ouais. C'est juste la vie, tu vois. Mais, mais c'est ouais, c'est vrai. Et tu sais, juste pour compléter ce que tu dis, avec les entrepreneurs que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, je travaille systématiquement la notion de plafond de verre. Parce Hmm. que pour moi, je pense que tous les entrepreneurs ont des plafonds de verre, quel que soit leur niveau. Et le plafond de verre, ça peut être en termes de revenus, en termes de fortune, mais également en termes de succès, de réussite, voire de visibilité. On veut bien un peu visible, mais pas trop. Et vraiment beaucoup sur succès, réussite. Je mets juste les deux mots parce que chacun y mettra le mot qu'il veut. Ouais, Mais simplement, on s'autorise à avoir un peu de succès, un peu de ci. Et ça, moi, à ce niveau-là, j'ai déjà cassé deux, trois fois des plafonds de verre. Et certainement, c'est pas fini encore maintenant. Alors, ça te permet d'aller à un autre palier. Alors, c'est pas l'idée de vouloir toujours plus avec son mental, son ego. Hein, c'est pas ça l'idée. ouais, C'est l'idée de dire, tu vois, j'ai une Ferrari, mais je roule encore à 80, à 120, alors que je pourrais rouler à 180 sur cette route-là. C'est ça, en fait, hmm. le plafond de verre à cet endroit-là. Et c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui, in fine, ont peur du gros succès. Hein. Ils ont peur du gros succès, ils ont peur du succès, ils ont peur des conséquences du succès. Ça, je le vois très, très souvent. Hmm. Ouais, c'est récurrent, c'est vrai. On a tous des plafonds de verre et on en aura toujours. Et le but, c'est les casser, mais monter les standards avec aussi pour éviter de justement Hein. redescendre plus bas que terre. On était Mhm. au départ. J'ai envie de te demander un petit peu, bon, tu as évoqué Peter Koenig du coup comme source d'inspiration, d'influence, mais est-ce que tu as eu d'autres personnes justement qui t'ont inspiré, qui t'ont influencé dans ton parcours entrepreneurial? Alors, oui, donc Peter Koenig était le premier. Je l'ai encore vu il y a deux, trois jours. Là, il est venu à la maison là, pour voir des praticiens que je formais. Donc, c'est un gars qui reste très inspirant, que c'est 75 ans encore. Et moi, il m'épate. Et chaque fois que je l'écoute, je dis, ah, il me permet encore de voir. Je dis, ah ouais, là, il y a encore, il y a encore deux, trois barrières chez moi parce que je vois qu'il ose aller encore plus loin. Donc, il reste une source d'inspiration. Alors, j'ai parlé de Martin Latulippe. C'est la cinquième année que je suis de ce cercle d'excellence. Pour moi, est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi par son parcours, par son envie d'être toujours plus pointu, je dirais, par sa manière de continuer encore de se former, continuer d'apprendre et tout ça. Donc, je trouve que c'est Hmm. vraiment, vraiment très apprenant. Euh, Après, je dirais qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent m'inspirer comme ça un flash ou l'autre, tu vois, je dirais, ou sur un livre ou l'autre, comme ça. Mais dans les personnes que je côtoie souvent, ben, j'aime bien François Lemay aussi, qui est un ami aussi, parce que je crois qu'il est capable de tout remettre en question, il est capable de lâcher des gros programmes qui lui rapportent beaucoup d'argent parce que il sent qu'il n'a pas envie de partir sur autre chose. Donc, il a cette capacité à se réinventer que je trouve vraiment très inspirante parce que on peut vite être prisonnier, encore une fois, hein, de nos produits avec un peu, ouais, nos produits ou services qui fonctionnent avec un peu de réussite, même s'ils nous conviennent plus vraiment, de les garder juste parce que c'est là qu'il y a de la réussite. Hmm. Donc, je pense que cette capacité de se réinventer, elle est vraiment importante. Et puis, j'ai réfléchi au niveau de... Il y a une femme qui m'inspire beaucoup, qui est dans un milieu beaucoup plus ésotérique, qui s'appelle Lulumineuse. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ça me Euh, parle. c'est son nom qu'on lui a plutôt donné. Elle s'appelle Lucille. Parce qu'elle, elle m'amène beaucoup à cette idée de vouloir tout lâcher. Tu vois, elle disait, elle a d'ailleurs fait sur son site, elle a un PDF sur la notion d'abondance. Elle disait, vous ne verrez jamais un arbre ou une plante se dire, tiens, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau cet été, je vais faire des réserves pour un mois ou deux, on ne sait jamais. Donc, dit, on semblerait oublier que nous sommes aussi un produit de la nature, on n'est pas différent des animaux, des arbres, on est juste un être, un organisme vivant aussi.
Mais nous, on n'a pas l'air de fonctionner la même chose. On est en train de faire des réserves pour plein de choses qui pourraient se passer. Donc, on voit bien qu'on n'est pas à cet endroit-là, et je m'inclus vraiment dedans, hein, qu'on n'est pas encore en pleine confiance que la Mhm. vie nous amènera ce qu'il faut. La vie nous amènera ce qu'il faut, quel que soit ce qu'il faut, de manière complètement improbable ou pas. Et quand ça ne vient pas comme il faut, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et à vivre, à expérimenter, qu'on est Mhm. à vouloir trouver plein de solutions au cas où, et que ce sont encore des peurs qui sont derrière. Et ce n'est pas grave, c'est juste de les voir, d'apprendre à lâcher. Et toi, Peter Koenig m'a beaucoup appris dans ce sens-là, dans cette approche de rapprocher l'argent de l'être humain, en disant au fond, ce qui est important, c'est comment je peux être paisible, quelle que soit ma situation financière. In Mhm. fine, ça serait le but ultime, c'est d'être paisible, serein, quelle que soit ma situation financière, parce que je pourrais juste prendre des décisions à partir d'un endroit de sérénité. Et je peux être serein avec plein de dettes, parce que j'ai décidé de m'endetter pour un projet important, qu'il soit privé ou professionnel. Comme je peux être serein avec pas d'argent, que je peux être serein avec beaucoup d'argent, sans avoir peur qu'on me le pique ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment là, à un moment donné, on a vraiment passé à un autre niveau, si tu veux, qui fait qu'on donne beaucoup moins d'importance à l'argent parce que c'est vraiment important de remettre l'argent à sa juste place. Mhm. Intéressant. J'irai voir plus en détail ce que Peter Koenig fait. J'avais vu son site Oui. web et du coup, Alors, il te je te renvoie chez dis, toi. alors, tu auras beaucoup de peine à trouver quoi que ce soit parce que Peter Koenig est absolument pas présent nulle part. Donc, ça n'a Ok. pas empêché d'avoir du succès, mais en étant tout à fait invisible. Il a Mhm. une sorte de blog, mais qui date de 20 ans en arrière, que tu ne Ouais, j'ai peux vu. jamais partir au courant quand tu le vois. Euh, et puis, éventuellement, il a fait deux interviews Kilou Massé. Le premier est vraiment intéressant, le deuxième un peu moins, là, qui parlait sur les crypto-monnaies, parce que je pense qu'il était interviewé sur quelque chose auquel il n'était pas prêt à répondre. Mais le premier qu'il a fait est vraiment intéressant. Il y a une interview d'1 heure, parce que là, on sent plus, je dirais, sa philosophie. Ok. Bah, j'irai voir celle-là avec Lilou Massé, du coup. Super. Merci. J'ai envie de te demander quel a été ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. À moins de 100 euros. Le chocolat ne compte pas. Ah, t'aurais dû me poser la question en avance, celle-ci, parce que tu me fais réfléchir sur des trucs à moins de 100 euros. Bon, il y aura plein de livres, en tous les cas, à coup sûr. Euh, j'ai la peine à trouver quelque chose qui soit vraiment comme ça, consistant, juste là maintenant. Si t'as pas, c'est pas Ouais, grave. ouais, non, il n'y a rien qui me vient comme ça spécialement. Ok. Bah, du coup, je te demande un livre que tu recommanderais, du coup. Oui, alors si tu veux, après, parce que je vois, c'est qu'il y a vraiment des livres qui nous font avancer, qui nous font avancer plus vite, et puis qui arrivent sur notre chemin au bon moment. Comme je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de mon livre, qu'ils ont ce que l'argent dit de vous, qu'ils ont vu, puis ont dit que c'était vraiment un soutien au bon moment. Moi, j'ai deux livres qui m'ont beaucoup marqué. Un, c'est La prophétie des Indes, qui est un roman initiatique de James Redfield, que j'ai lu deux ou trois fois, qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses, entre autres sur la notion de synchronicité, parce que je crois beaucoup aux synchronicités, et pour moi qui font partie de la magie de la vie. Et alors, il existe un document, il existe sous forme de film, on le trouve, je crois, gratuitement sur YouTube. Bon, le film est le principal de l'histoire s'y trouve, je dirais, mais c'est nettement moins riche que le livre. Et puis, bon, les images sont très mauvaises. Donc, c'est pas un génie cinématographique, mais il y a d'autres messages. Puis le deuxième, c'est Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, le numéro un en particulier, que j'ai aussi lu deux, trois fois. Ça m'a épaté. Il y a tellement de réponses. Et là, par contre, il y a un documentaire gratuit qui existe là-dessus qui est vraiment intéressant, par contre, qui parle un petit peu de la vie de Neil Donald Walsh, qui était dans la rue à un moment donné, Mhm. avant d'être un auteur à très gros succès, et qu'un jour, il en a ras-le-bol, et puis il écrit de rage des messages à Dieu, si tu existes, machin, puis tout à coup, il y a des réponses qui commencent à arriver, puis il réécrit, puis il y a des réponses qui arrivent, puis il réécrit, puis il y a des réponses qui arrivent, et puis c'est juste des réponses, je trouve, d'un bon sens incroyable, et je trouvais que c'était vraiment épatant, et c'est vrai que à ce moment-là, je l'ai beaucoup moins fait depuis, c'est dommage, mais je me suis dit, mais aussi pose tes questions toi-même. Et je voyais qu'il y a des réponses qui arrivaient. Alors, j'ai honnêtement aucune idée d'où viennent ces réponses. La seule chose qui est intéressante, c'est que je vois que ce sont des réponses soutenantes et aidantes, tu vois. D'où Ouais. qu'elles viennent. Donc, il n'y a pas à vouloir savoir, je parle avec celui-ci, avec celui-là. Quelque part, c'est pas ça qui est important. Mais si je pose des questions avec des réponses sensées
et soutenantes viennent, ça vaut la peine de poser des questions à plus grand que soi. Et c'est juste une question d'humilité, de dire je n'ai pas toutes les réponses à moi, peut-être. Hmm. Intéressant. Merci pour ces deux ressources. J'irai voir, c'est pas commun. En tout cas, c'est pas des livres qu'on entend de façon commune, donc Mhm. c'est appréciable. Pour toi, Merci. ces deux livres ouais, côté vendus en millions d'exemplaires, hein. Donc c'est vraiment deux gros best-sellers en tout cas. Ouais, ouais. Bah, j'irai voir ça. Merci. Mhm. Euh, Christian, où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? Alors, je dirais, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux. Christian Junot Pro sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta, je suis aussi Christian Junot Pro, je suis pas sûr. J'ai une chaîne YouTube aussi à mon nom avec beaucoup de vidéos gratuites, donc il y a beaucoup de contenu gratuit. Et sur mon site conseil au singulier.com, il y a aussi pas mal de choses. Ben, il y a aussi mes ateliers, même si au moment où on fait cette interview, j'ai encore très peu d'ateliers planifiés pour l'instant. Mais j'ai ma formation sur Internet également pour les entrepreneurs, une fois par année, qui débute en février. Et puis, j'ai également énormément sur ma vidéo, sur YouTube, il y a énormément de podcasts, d'interviews radio, de choses. Il y a énormément de contenu pour ceux Hmm. qui ont envie d'écouter sous différentes formes là, puisque là, on a une forme avec toi, il y a d'autres formes parfois aussi. Super. Bah, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode et j'inviterai toutes les personnes à aller voir ce que tu fais parce que c'est vraiment très pertinent et très intéressant. Donc, je mettrai tout ça et je Merci. vous invite à aller voir ça. Là, je pense, merci, Ludovic. Enfin, je pense que c'est important. Alors, c'est pas l'histoire de ramener la caméra à moi, parce que c'est pas important avec qui les gens vont le faire. Mais c'est important de s'occuper de sa relation à l'argent, parce que j'ai pu voir moi-même que il y a eu beaucoup trop de décisions dans ma vie qui ont été faites pour des questions d'argent ou par peur des questions d'argent, et que finalement, c'était pas des bonnes décisions la plupart du temps. Et Hmm. je pense que plus on assainit, on pacifie sa relation à l'argent, plus on prendra de bonnes décisions qui partent d'un autre endroit, plus intérieurs, qui sont plus justes et moins dans la peur. Donc, ce serait dommage de se laisser mener par ces questions, par la peur en tout cas. Ouais, complètement, complètement. J'ai une dernière question, Christian, que je pose à tous mes invités. C'est qui est-ce qu'ils aimeraient bien voir passer après eux sur ce podcast? Qui j'aimerais bien voir passer. Alors, je ne sais pas qui sont toutes les personnes que tu as fait venir avant. Euh, Mais je pense que quelqu'un comme Chloé Bloom serait quelqu'un d'intéressant à faire venir sur ton podcast. Alexandre Dana également. Ah, j'adore Alexandre Dana aussi. Ouais, Mm. c'est Mm. super. Ben, merci beaucoup. Je vais voir pour les interviewer. C'est deux belles personnes que j'aime beaucoup. Chloé, j'adore son podcast aussi. C'est Ouais. vraiment puissant aussi ce qu'elle partage. Et on Donc, va se retrouver dans le désert avec tous les deux et Kim Benour. ah, avec Kim. Ah ouais, Voilà, Kim organise une grande rencontre d'entrepreneurs dans le désert et tous les quatre, on va animer des choses, effectivement, au mois de février. Mm. super. Excellent. Bah, merci beaucoup pour ton temps, pour ces partages. J'espère que bah, ça a plu aussi aux auditeurs pardon, de l'épisode. Si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des retours aussi sur ce qu'on fait et peut-être des points qui n'ont pas été abordés et qui pourront potentiellement être abordés sur d'autres épisodes ou par Christian. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao. Merci. Merci, Ludovic. Bye.